Donc on va vous présenter notre vécu de médecin généraliste traitant au travers de 2 situations qu'on va vous relater et puis qu'on va essayer effectivement un peu d'extrapoler à notre pratique effectivement, sur cette thématique-là. On a choisi de se décaler un peu du thème de recherche plutôt pour partir sur en fait des expériences de situation qui nous ont marqués au cours de notre exercice de médecin généraliste en soins primaires. Moi, je voulais vous parler de la situation d'un patient que j'ai accompagné il y a quelques mois maintenant. Monsieur R, c'est un patient de 93 ans qui est veuf depuis quelques mois, quelques années maintenant. C'est un monsieur qui est polypathologique, notamment avec pas mal d'atteintes sur le plan vasculaire, avec des plaies au niveau des membres inférieurs qui sont chroniques, qui ne cicatrisent pas, qui sont douloureuses et qui le limitent pas mal dans son autonomie. C'est un monsieur qui n'a pas d'enfant, mais qui par contre a une famille qui est très présente, très impliquée dans la prise en charge, avec notamment son neveu qui est son voisin et qui est vraiment sa personne ressource dans tous les actes de la vie quotidienne dont il peut avoir besoin. C'est un monsieur qui vit à la campagne, donc dans un petit village d'une centaine d'habitants à peu près, je pense, où il n'y a vraiment pas grand-chose en termes de tissu associatif ou de commerce, de choses de proximité. Donc qui est vraiment assez isolé et assez dépendant de son entourage pour tout ce qu'il peut avoir à accomplir dans la vie. De par le fait de la fragilité de sa santé sur le plan global, c'est un monsieur qui était vraiment très entouré par de multiples professionnels. Bien sûr, les infirmières à domicile qui passaient 2 fois par jour pour s'occuper de la réfection de ses pansements au niveau de ses ulcères artériels et veineux aux membres inférieurs. Le pharmacien d'officine qui était aussi très impliqué dans la prise en charge avec la livraison des médicaments, parce que c'est un monsieur qui avait vraiment une ordonnance assez longue. Les kinés libéraux qui étaient en place dans la situation pour vraiment essayer de maintenir son autonomie le plus possible, l'aider pour maintenir ses transferts, maintenir ses déplacements, essayer de l'entretenir le plus possible. Le médecin généraliste, puisque moi je passais très régulièrement tous les mois, toutes les 6 semaines en fonction de la situation et même peut-être un peu plus à certains moments quand il y avait besoin. Et j'en oublie certainement, je pense que j'oublie notamment le SIAD qui s'occupait de tous les soins de nursing dont il pouvait avoir besoin. Ce monsieur, en fait, il y a réellement eu un tournant dans son histoire quand sa femme est décédée. Sa femme, elle était atteinte d'une maladie d'Alzheimer qui était très évoluée. Elle n'avait pas de troubles du comportement, mais c'était vraiment lui qui s'occupait d'elle dans la gestion de son quotidien, de lui dire de s'habiller, de lui dire de faire sa toilette, de l'installer pour les repas. Elle était autonome sur le plan physique, mais cognitivement, elle avait une démence qui était quand même assez évoluée. Et au moment où cette dame est décédée, suite à un AVC, en fait, j'ai vraiment vu un basculement chez lui. C'était un monsieur qui était plutôt jovial auparavant et qui, là, avait plutôt basculé donc, dans des demandes d'euthanasie, puisqu'il ne voyait plus réellement le sens à sa situation. Plusieurs fois, les visites à domicile, elles tournaient pas forcément autour de problématiques médicales, mais plus autour du fait de comment se rendre en Belgique, comment se rendre en Suisse, qu'est-ce qu'il y avait à faire, est-ce que moi, sur le plan médical, je pouvais l'accompagner pour mener à bien son projet. Et voilà, c'était assez récurrent en fait dans cette prise en charge. Parallèlement, il avait quand même une santé qui était fragile et qui nécessitait de plus en plus de soins, de plus en plus de traitements, une prise en charge de plus en plus exigeante sur le plan temporel. Il fallait vraiment resserrer la fréquence de passage, il fallait y aller toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, parce que ça devenait vraiment compliqué. Avec ses plaies, il s'infectait, il était assez régulièrement sous antibio. Enfin voilà, ça pouvait être un peu difficile en termes de charge temporelle. C'est un monsieur qui, dès le début, d'emblée, a refusé toute hospitalisation et souhaitait vraiment un décès à domicile, avec parfois des allers-retours à l'hôpital, puisqu'il avait aussi besoin de transfusions régulières par rapport à une hémopathie du sujet âgé, bon bref, mais vraiment avec la constance d'un souhait de décéder à domicile. Cette situation, je pense que c'était une situation de détresse, parce que c'est un monsieur qui, quand même, malgré toutes ses demandes, arrivait à passer du bon temps avec son neveu, avait
une chienne comme animal de compagnie qu'il avait depuis très longtemps, et c'était sa toutoune. Il lui donnait ses restes de repas, il la sortait comme il pouvait pour aller la promener. Il était dans la recherche vraiment de tout ce qu'il pouvait faire. Une fois, il m'a accueilli avec un flacon de CBD en me demandant ce que j'en pensais, est-ce que ça pouvait l'aider pour ses douleurs, est-ce que ça pouvait l'aider sur son moral, et puis s'il prenait tout le flacon, est-ce que ça le permettrait qu'enfin son cœur s'arrête. Enfin, voilà, il était vraiment dans une recherche, et parfois il était extrêmement mal, et d'autres fois il était tout aussi rayonnant que quand sa femme était encore là. Et vraiment cette situation de fluctuation, c'est période qui n'avait plus de sens, qui alternait avec d'autres, où il était vraiment dans une recherche d'autre chose, ça, c'était vraiment une situation, pour moi, de détresse. Que j'ai plutôt bien vécu, puisque j'y allais régulièrement, et parfois juste avec l'impression de faire la conversation, juste de prendre du temps, de l'écouter, et ça permettait de passer à autre chose. Et en ce sens-là, je pense que j'ai fait cet accompagnement de situation comme il l'avait souhaité, je pense. Bon, la suite de l'histoire, c'est que malheureusement, il a chuté et il s'est retrouvé aux urgences. Aux urgences, il a été transféré dans le service d'orthopédie où il s'est fait opérer d'une prothèse totale de hanche qui l'a rendu un peu confus dans les suites de l'anesthésie. Il a fait le choc septique et malheureusement, il est décédé à l'hôpital alors que ce n'était pas forcément son souhait. Mais voilà, c'est un peu comme ça que la situation s'est terminée. Je te laisse la parole, Thibaut. Merci, Mehdi. À mon tour, je vais vous parler de Monsieur P. Monsieur P, c'est un patient de 72 ans, qui est chauffeur de poids lourd à la retraite, qui vit dans les Combrailles, à 1 heure de Clermont, et que j'ai vu, moi, pour la première fois, pour une diarrhée gléro-sanglante, qui évolue depuis 1 an, en période de pandémie de Covid-19, et à la fois par la peur d'être contaminé, du coup, pendant la période de Covid, et puis aussi la peur de ne pas être prioritaire par rapport aux autres patients. Il a attendu 1 an avec ces symptômes-là. Donc retard diagnostique qui est finalement au bout des premiers examens faits dans les semaines suivantes a permis donc de mettre en évidence un cancer de la jonction recto-sigmoïdienne qui était d'emblée métastatique. Donc il a été opéré, il y a eu des complications post-opératoires, ensuite chimiothérapie, hormonothérapie. Ça a aussi un petit peu aggravé les séquelles neurologiques qu'il avait d'un précédent AVC, notamment avec une parésie de la main gauche qui altérait son autonomie. Et puis effectivement, s'est posé la question du coup après l'échec de ces traitements de la suite du coup de sa fin de vie. C'est un patient qui est marié, qui a donc son épouse qui est son aidante principale, qui a 2 enfants et 4 petits-enfants, mais qui vivent éloignés, pas à proximité de son domicile. Et donc lui, clairement, dès le début, effectivement, m'avait formalisé, verbalisé le souhait d'une fin de vie à domicile. Et donc, c'est poser la question de comment pouvoir y répondre. Comme je vous l'ai dit, moi j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle et donc ça m'a paru effectivement important de poser la question aux autres intervenants qui intervenaient de comment ils voyaient aussi la situation. Et là, effectivement, j'ai été assez surpris d'avoir plutôt initialement un refus des autres professionnels de santé, infirmiers et pharmaciens, d'un possible souhait de fin de vie à domicile, parce qu'ils étaient inquiets de son aidante principale et ils pensaient qu'elle n'allait pas tenir le coup. Pas tenir le coup parce qu'effectivement elle était elle aussi atteinte d'une sclérose en plaques, mais pour lequel il n'y avait pas eu de poussée sur les dernières années. Elle gardait une petite paralysie des releveurs, mais quand même arrivait à être autonome pour ses activités de la vie quotidienne. Et puis inquiet parce qu'effectivement c'était une aidante qui était un peu dans le contrôle et qui avait envie effectivement parfois de contrôler un peu le périmètre des professionnels de santé. Et en même temps, je me suis vite aperçu que peut-être cette stratégie effectivement de contrôle, bien sûr, ça lui permettait de la rassurer, mais que ça permettait aussi peut-être d'amener une part de sécurité, parce qu'en prenant le temps effectivement de la connaître, elle était finalement assez à l'écoute de ce qu'on pouvait lui proposer et l'accompagner. Donc finalement, en prenant le temps effectivement discuter ensemble et en pouvant effectivement mettre aussi garant de pouvoir être présent et disponible pour les professionnels de santé avec lesquels on allait prendre en charge le patient à n'importe quel moment, on a dit ok, on accède effectivement à votre souhait de fin de vie. Et puis finalement, il y a eu
des moments aussi de détresse, de souffrance effectivement de la part du patient, un moment notamment beaucoup de culpabilité, de sursolliciter, d'épuiser son épouse, pour lequel effectivement il y avait déjà cette maladie chronique de sclérose en plaques et pour lequel il y avait vraiment l'impression d'être un fardeau pour elle et l'impression effectivement de détériorer son état de santé. Au niveau effectivement donc de son épouse, il y a eu effectivement la souffrance au début de se rendre compte que dans une période de déni que effectivement la maladie pourrait pas être guérie. Il y a eu effectivement un moment de souffrance aussi au moment de l'arrêt de l'alimentation, de se rendre compte que elle, ce qui était important pour elle, de lui venir aussi en aide, de maintenir effectivement ses apports, que ça serait plus possible et que même si c'était plus possible, il a fallu effectivement prendre le temps de lui faire comprendre que ça voulait pas dire effectivement qu'il serait moins confortable. Et puis il y avait effectivement toute la crainte de la période nocturne où potentiellement c'était plus difficile pour joindre les professionnels de santé du coup autour, notamment par rapport à la gestion de la douleur. Du côté des professionnels, je vous l'ai dit, effectivement, c'était plutôt la peur effectivement du contrôle et de l'épuisement des dents principales, effectivement, et que ça amène à une situation un peu de rupture et de dépassement de ce qu'on pourrait lui apporter. Il y avait une peur un peu de l'environnement, effectivement une maison qui était peut-être pas complètement idéale en termes d'adaptation, mais pour lequel finalement on a réussi à installer avec le pharmacien un lit médicalisé dans le rez-de-chaussée à proximité d'une salle de bain. Et puis il y avait un gros berger allemand qui faisait peur un peu aux infirmiers. Bon, finalement on a réussi à essayer de le canaliser dans une autre partie du coup du terrain. Donc tout ça a nécessité quand même beaucoup de temps de concertation, de réassurance, effectivement d'écoute, quoi. Et je dirais effectivement que ça fait aussi écho à ce qui a été dit sur d'autres moments de ce colloque-là en préambule, quoi. Je dirais que vraiment les leviers, moi, que je retiens en fait, pour cette situation et pour lequel donc finalement ce patient est décédé du coup à domicile au bout à peu près de 3 mois du coup effectivement de l'arrêt des soins actifs. 2 à 3 heures après que je passe effectivement le voir là sur un samedi du coup en début d'après-midi. Et voilà, je dirais effectivement, en tout cas moi, ce qui m'a aidé dans cette situation, effectivement, et je pense que ce qui a été vraiment un levier, c'était l'écoute qu'on a pu avoir effectivement des besoins exprimés et puis effectivement de ce qu'eux ils pouvaient effectivement faire. Là, je parle effectivement notamment bien sûr du patient et de son aidante. La relation effectivement de confiance que nous on peut avoir en tant que médecin généraliste, mais avec les autres professionnels de santé, je pense que c'est bien sûr la même chose. Vraiment, cette relation de confiance, elle est puissante en termes de lien et de ce qu'on peut effectivement du coup apporter aux patients. L'anticipation, c'est avec sur cette période-là, je m'étais bloqué en tout cas dans mon agenda des temps du coup régulièrement pour aller le revoir à domicile, presque 1 à 2 fois effectivement par semaine, et puis le temps des réévaluations téléphoniques. On a eu des temps de concertation effectivement sur l'équipe. Et vraiment, je pense que l'équipe, pour moi, est vraiment ce qui aussi m'a été sécurisant. Moi, effectivement, j'exerce une double activité. Je suis aussi enseignant-chercheur, donc je suis présent qu'à mi-temps sur le cabinet, donc pas toujours évident pour s'inscrire dans une situation aussi de suivi de patients en soins palliatifs. Et le fait de pouvoir effectivement aussi pouvoir travailler en équipe, c'est sécurisant, je pense, pour tout le monde, quoi. Et puis on a la chance au sein de notre territoire, au sein de notre communauté professionnelle territoriale de santé, d'avoir une infirmière de parcours. Donc c'est une infirmière qui effectivement est présente pour le coup à temps plein, aussi bien sur les entrées et sorties d'hospitalisation, mais aussi sur les suivis de patients complexes, et qui vraiment permet de mettre de l'huile dans les rouages et de faciliter la collaboration entre chacun des intervenants à domicile. Et ça a été vraiment aussi un levier du coup important. Donc finalement, moi, à l'issue de cette situation, en ayant pris le temps après de débriefer avec chacun des intervenants, on a eu l'impression de pouvoir quand même d'avoir pu accéder du coup à la demande du patient et sans effectivement que les dents principales du coup ne se soient épuisées. Je pense qu'effectivement, ça sera intéressant aussi peut-être dans le cadre aussi du travail de Rebecca, de voir le point de vue, en tout cas elle, de son vécu en tant qu'aidante, de comment s'est passée la situation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait vraiment sens, moi, dans ma vision de médecin du coup généraliste, d'accompagner un patient jusqu'au bout. Et je crois effectivement, comme on le disait, que c'est un des souhaits de plus en plus de nos patients. Et je crois qu'effectivement, le fait de pouvoir exercer encore une fois en équipe pluriprofessionnelle au plus près du patient, ça sera un levier du coup pour les années à venir. D'autant plus qu'effectivement, ça semble être le souhait des jeunes professionnels de santé quand on les interroge à la fin de leur cursus et dans des enquêtes plus nationales. Merci de votre attention. Ah, il y a une question, je peux ? Je me demandais juste dans vos deux situations,
n'apparaît pas le lien ville-hôpital, c'est-à-dire les équipes mobiles de soins palliatifs, les DAC, ça dépend de votre territoire, j'imagine. Et du coup, est-ce que c'est le reflet de toutes vos situations ou est-ce que c'est là le hasard de ces deux-là? Alors c'est vrai, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais effectivement sollicité l'équipe mobile de soins palliatifs, du coup, au moment justement où elle s'était pris cette décision. Et d'ailleurs, le médecin oncologue l'avait aussi, enfin, on s'était eu au téléphone et on avait effectivement convenu de pouvoir effectivement présenter le patient, mais le patient et l'aidante n'ont pas souhaité effectivement en tout cas que l'équipe mobile intervienne parce que pour le moment ils n'en ressentaient pas le besoin. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pu aussi les solliciter en amont, c'était sécurisant en tout cas pour nous de se dire que voilà, on avait aussi une expertise possible en fonction effectivement des besoins qu'on pourrait avoir par rapport à cette situation. Et concernant le DAC, en fait, nous, notre infirmière du coup de parcours et au niveau de la CPTS, en fait, on a convenu avec le DAC que justement, en fait, on le gérait en local et que du coup, c'était plus facilitant comme on se connaît aussi sur le territoire. Et moi, par rapport à ma situation, très honnêtement, l'appui d'équipe ressources, j'y pense pas forcément parce que de par ma double valence où je suis aussi praticien hospitalier au sein de l'unité de soins palliatifs, j'ai un peu cette expertise-là qui mêle le domicile et technicité peut-être un peu plus importante en termes de prise en charge palliative. Le DAC, parfois, ça m'arrive d'avoir recours à des situations où le DAC intervient. Sur cette situation-là, il n'y avait pas une complexité qui était suffisante, à mon sens, pour déclencher le DAC et avoir des appuis d'autres professionnels, notamment des assistantes sociales. Enfin, je sais qu'il y avait déjà le CLIC qui était en place. Oui, j'en ai pas parlé, mais il y avait le CLIC qui était en place déjà sur la situation. Donc, multiplier les interlocuteurs, ça me paraissait peut-être un peu délétère même dans cette situation-là où le monsieur voulait... Non, mais on s'aperçoit qu'ils sont en veille quand même, finalement. Oui, finalement dans quand même. situation, il y a la veille de... Oui. Oui. Merci, on va poursuivre. Je pense qu'on va essayer de garder un petit moment à la fin. Désolée, pour être sûr qu'Andrea Tarot puisse nous parler de sa recherche.